voix, je suis désolée. Et avec la sensation que je vais devoir faire un grand saut dans le vide, et en plus en ouvrant une porte, plutôt entr'ouvrant une porte qui est restée fermée pendant 73 ans, puisque je l'ai moi-même fermée le 12 mars 1943, à l'âge de 4 ans et 8 mois, quand mes parents et moi ont été emmenés à un endroit, la Rolandse-Schouwburg, le Verdiep d'Amsterdam. Mais je vais plutôt commencer par le commencement. Et je sais que ce voyage que je vais faire avec vous sera jalonné d'allers et retours et peut-être difficile à suivre, mais je vais essayer de ne pas sauter trop du coq à l'âne, mon défaut majeur. Je suis née dans une famille de juifs allemands des deux côtés, mon père et ma mère, depuis des siècles. Tellement allemands qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'il leur arrive le pire. Mon grand-père maternel avait fait la guerre de 14-18 contre ses cousins français. Du côté de mon père, la famille venait de Francfort-sur-le-Main avec un arrière-grand-père, le Großpapa Sulzbach, professeur d'histoire et d'histoire juive, traducteur et commentateur de prières et de livres. Du côté de ma mère, la famille Seligman-Alexander fréquentait la synagogue libérale et pendant les grandes fêtes, les hommes portant des chapeaux hauts de forme et totalement intégrés dans leur ville et ne se démarquant pas des autres, comme ma grand-mère était fière de le dire. Mon père a quitté Francfort en 1933, quand Hitler est venu au pouvoir pour aller aux Pays-Bas, sûr que ce pays resterait neutre comme pendant la Première Guerre mondiale. Il était un jeune homme gai, enjoué, farceur, faisant du patin à glace et courant le 100 mètres dans un temps très convenable. Il a rencontré ma mère qui faisait des études en Grande-Bretagne, puisqu'en Allemagne, elle n'avait plus le droit à l'université étant juive, et bien qu'étant une très bonne élève avec un baccalauréat superbe en poche. Ils se sont mariés le 2 juillet 1936 à Wiesbaden et se sont installés à Amsterdam où je suis née le 15 juillet 1938. Les deux pères de grands-parents étaient toujours installés en Allemagne, ne sachant ni croyant vraiment que le malheur allait s'abattre sur eux. Et pourtant, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1938, la nuit de cristal a fait basculer leur vie, leur existence. La province de Speyer, où mes grands-parents maternels vivaient, était la première à devenir Judenrein, nettoyée des Juifs. Mes grands-parents ont pris la fuite vers une ville voisine et, en rentrant, tout avait été détruit, leur maison, toute la rue, les synagogues, tout ce qui avait trait au judaïsme. Ils ont donc décidé de partir, eux aussi, et sont partis fin janvier 1939 pour Buenos Aires, où la sœur de ma mère était déjà arrivée, en passant par Amsterdam pour dire au revoir, me voir pour la dernière fois, et ne sachant pas ce qui allait arriver. La Shoah est entrée dans la vie de mes parents, dans ma vie, ce 12 mars 1943, quand des policiers sont venus à la maison, ayant su par des voisins que dans la Botticellistraat 32, deuxième étage, habitait une famille juive, la mienne. Nous sommes restés pendant 12 jours dans la Rolandse-Schouwburg, le théâtre hollandais national, le Verdiep d'Amsterdam, où étaient parquées des dizaines et dizaines de familles, des hommes, femmes, enfants, bébés, qui attendaient le départ pour ailleurs. Je n'ai aucun souvenir de ces 12 jours. Comment voulez-vous qu'un petit enfant ait le souvenir de départ de chez soi, quand il, moi, quittait sa maison, son lit, ses jouets, tout ce qu'il possède, tout son environnement? Je pense que j'ai fermé à ce moment-là la porte. Il valait mieux rester enfermé dans son corps, en dedans. Au bout de ces 12 jours, pendant lesquels, d'après ce que ma mère a écrit, je pleurais tout le temps et étais malade, comme la plupart des enfants, nous sommes partis en train à Fürth, un camp de concentration le plus terrible, toujours d'après ma mère, parce que les hommes, les femmes et les enfants étaient séparés les uns des autres, les mères pouvant aller voir les enfants pendant 1 heure par jour. Le transport dont nous faisions partie comportait 200 enfants, dont 20 sont revenus, dont moi. Les autres sont décédés de maladies, de malheurs, de malnutrition.
Tous les enfants attrapaient les maladies infantiles, rougeole suivie de pneumonie, varicelle, coqueluche et encore et encore. Le seul souvenir que j'ai de Fürth était la varicelle. Je me grattais, je pleurais et j'avais cassé le thermomètre et on m'avait crié dessus. Je me rappelle aussi qu'on m'avait donné du lait sucré. Pour le reste, je ne sais rien. Nous sommes restés à Fürth du 26 mars 1943 au 6 juin 1943 et il paraît que j'étais tellement faible, ne tenant plus sur mes jambes, mais vivante, que ma mère a dû me porter quand nous sommes arrivés à Westerbork, toujours aux Pays-Bas, un camp de transit. Ce camp était relativement meilleur. Il était un camp de tri. Qui irait à Auschwitz, qui à Sobibor, qui à Bergen-Belsen. Mais pour tout le monde, Westerbork était un répit et on pouvait penser que ce répit était définitif, qu'il n'y avait pas d'après, malgré la gare où les trains partaient inlassablement tous les jours. Mes grands-parents paternels étaient également dans ce camp. Mon grand-père y est décédé dans un lit. Et quant à ma grand-mère, mon père l'a accompagnée au train pour Sobibor. Et quand il a demandé aux soldats de la laisser, une femme âgée, on lui a proposé de prendre sa place. Elle n'est évidemment pas revenue. On ne revenait pas de Sobibor. Tout le monde, ou presque, a été gazé. Et mon père n'a jamais oublié Westerbork. Il en rêvait sans arrêt et au retour des camps, il vivait, mais n'était pas vivant. Comment récupérer d'ailleurs? J'ai beau me creuser la tête, je n'ai aucun souvenir de Westerbork, rien. La porte restera fermée à tout jamais, tout comme pour les voyages dans les trains. Nous avons été mis dans un autre train, le 15 février 1944 pour Bergen-Belsen, un camp de concentration au nord de l'Allemagne, à côté de Hanovre, un camp immense où les baraques étaient réparties selon les pays d'où les Juifs venaient. Notre baraque, des Hollandais, était à côté de celle des Grecs de Salonique, ce qui a sauvé notre vie dans un sens, puisque ma mère, parlant couramment l'anglais et le français, a donné des leçons au chef de la baraque des Grecs, celui-ci étant sûr que la libération viendrait des Américains et qui voulait parler leur langue. Elle était payée en pain et un peu de beurre. Les Grecs ayant un statut préférentiel, ils étaient un genre de capons. Les quelques souvenirs que j'ai de Bergen-Belsen sont assez précis. Je joue avec un fil de raffia que ma mère m'a donné. Elle n'est pas là, elle est de corvée de gamelle. Une femme soldate passe et me voit jouer. Elle me regarde. Je la regarde, morte de peur, elle va me tuer. Je n'ai pas le droit de jouer avec ça. J'imagine qu'elle a eu pitié de cette petite fille, de moi, et elle passe. Un autre jour, un avion passe très bas et les bombes tombent avec un vacarme terrifiant. Les Américains s'étaient trompés. Ma mère n'est pas là, je suis seule et je hurle de terreur, persuadée que ma mère est sous les bombes, morte. Mais elle revient. Et depuis ce jour, un avion qui vole bas me terrorise. Et puis, la mort apparemment faisait partie du quotidien puisque j'ai le souvenir de deux petites filles, un peu plus grandes que moi, des jumelles, Ruth et Naomi. Un jour, Ruth avait disparu. Et à ma demande où est Ruth, la réponse fut « elle est morte ». Et c'était tout. Ma mère avait des robes avec des petites fleurs et je les aimais. Ces robes étaient dans une malle et un jour, la malle avait disparu avec les robes. Et moi, je pleurais sur la disparition de ces robes qui représentaient, j'imagine, un passé heureux. Je ne sais pas du tout si j'ai eu faim. Je sais que mon père arrivait le soir voir ma mère pour demander s'il ne restait pas quelque chose à manger. Mais moi, je n'ai aucun souvenir de ce qu'on mangeait, ce qu'on buvait. Je me rappelle cependant que pour mon 6e anniversaire, le 15 juillet 1944, j'avais reçu une poupée en bois, dans un petit lit en bois, et une tartine de pain avec des flocons d'avoine dessus. Je sais par contre, d'après ce que toujours ma mère m'a dit, que pendant Pessah, les Allemands privaient tout le monde de pain. C'est votre Pâques, sale juif, vous n'avez pas le droit de manger du pain. Et le jour du Yom Kippour, tout le camp devait jeûner. C'est votre Yom Kippour, sale juif, vous n'avez pas le droit de manger.
Et puis un jour, soudain, des nouveaux arrivaient. Il fallait faire de la place. Et on devait pousser les lits ensemble. Pour atteindre notre rangée de lits, il fallait enjamber 3 rangées de lits, ce que je trouvais très drôle, mais pas ma mère. De ce fait, j'étais collée dans mon lit à côté d'une petite fille, Marion, qui chantonnait. Et moi, je lui demandais d'arrêter de chanter parce qu'elle chantait faux. La sensation de la baraque, je n'en ai aucun souvenir. Mais il y a 4 ans, j'étais à Atlit, en Israël, là où Menachem Begin avait été emprisonné par les Anglais avant la création de l'État d'Israël. On nous a montré dans un wagon le lit à 3 étages de la prison de Begin. Et là, je suis sortie de ce wagon, paniquée, pleurant, j'étais à Bergen-Belsen. La mémoire enfouie m'a joué des tours. Le dernier souvenir de Bergen-Belsen, nous allions partir. C'était en janvier 1945, parce que nous avions un certificat de citoyenneté du Honduras, certificat que mon père avait obtenu via un ami en Suisse et qui nous avait sauvé la vie quand nous étions à Westerbork. On ne nous a pas envoyés à Auschwitz. Tous les jours, ceux qui devaient partir, d'après une liste, allaient à l'appel, dans le froid, des heures durant. Ceux qui ne venaient pas parce que malades étaient rayés de la liste. Le dernier jour avant le départ, le 20 janvier 1945, mon père était couché. Il ne pouvait plus bouger. On l'avait tellement battu que ses reins ne fonctionnaient plus du tout. Il disait qu'il n'irait pas à l'appel. Ma mère, sachant que s'il n'y allait pas, nous serions rayés de la liste, lui criait dessus, qu'il devait se lever. Moi, j'ai tapé ma mère et hurlais qu'elle devait le laisser tranquille. Il ne pouvait pas se lever. Heureusement, ma mère a tenu bon. Elle l'a traîné dehors, à l'appel, et le lendemain, le 21 janvier 1945, nous sommes partis, dans un train de la Croix-Rouge, faisant partie de ceux qui étaient échangés contre les prisonniers allemands. À l'arrivée, à destination, à Jordanbad Biberach, un cloître de nonnes, mon père est tombé dans la neige et j'ai hurlé de terreur qu'il meure. Il m'a consolé qu'il allait guérir, qu'on l'amènerait à l'hôpital et qu'il guérirait. Et il a guéri. Mais à partir de ce jour-là, j'ai craint sa mort, ce qui est arrivé le 7 janvier 1982. Nous sommes restés dans ce camp de Dipiz, les personnes déplacées sous les auspices de l'UNRWA à Biberach jusqu'au 30 janvier 1946, parce que les Hollandais ne voulaient pas de nous, apatrides et pas de nationalité hollandaise. La libération du camp est venue par les soldats de la Légion étrangère, parmi eux des soldats juifs. Je me rappelle que nous crions en courant derrière les camions quand les Allemands ont quitté la région. On était libérés et la Shoah était finie pour nous, mais nous ne le savions pas. Le 30 janvier 1946, nous sommes arrivés dans des camions de la Croix-Rouge à Maastricht, dans le sud des Pays-Bas. Il y avait des drapeaux partout. Mon père est sorti pour acheter des petits pains blancs, du jamais vu. Et le soir, nous sommes arrivés à Amsterdam où les 3 cousins de ma mère nous attendaient. Leur mère et petite sœur avaient été gazées à Auschwitz. Et ils étaient heureux de nous voir vivants, leur unique famille proche restant. Pendant de très longues années, j'étais persuadée que les drapeaux dans les rues de Maastricht étaient pour nous. Jusqu'à ce que ma mère m'a dit un jour qu'il n'en était rien. Les drapeaux étaient là pour l'anniversaire de la princesse Béatrix. D'ailleurs, personne ne nous attendait. Nous étions les derniers à revenir et quelque part pas censés avoir survécu. Au bout de quelques mois, je suis allée d'abord dans une école normale, puis à l'école juive qui avait été installée dans un quartier populaire du sud d'Amsterdam. J'avais appris à lire, à écrire et faire du calcul à Biberach et intégré la classe avec 39 autres enfants de mon âge. Voici, c'est la photo de c'est une photo que je ne quitte pas, qui est ma classe. Le côté hallucinant, et qui à cette époque ne l'était pas, était que dans cette classe, nous étions tous des enfants ayant été soit dans les camps,
dans des ghettos ou cachés. J'avais vécu avec quelques enfants pendant 3 années. Ils avaient été dans les mêmes camps que moi, et jamais nous n'en avions parlé, jamais. Parce que la guerre n'avait jamais existé. Et c'est resté comme ça pendant de très longues années. Et soudain, ce besoin de le dire, ce besoin d'en parler, ce besoin presque indécent de se déshabiller, de le raconter, puisque la Shoah a existé, je l'ai vécu. La Shoah m'a pris 3 années de ma petite enfance, m'a fait autrement, pas meilleur, non, juste autrement. La Shoah a fait qu'on ne peut pas vraiment transmettre. Comment transmettre quelque chose dont on ne se rappelle que des bribes, des choses invisibles, des sensations? La Shoah a fait qu'il n'y a que des personnes, des hommes, des femmes qui l'ont vécu, qui vous comprennent, qui sentent les choses comme vous. Un fil invisible relie tous ceux qui l'ont vécu, ceux et celles qui ont été dans les camps, ceux et celles qui ont été cachés et qui sont revenus, qui, comme Alain Hirschler, n'ont pas retrouvé leurs parents et ne s'en rappellent même pas, ceux qui ont retrouvé leurs parents, mais qui n'ont pas les mêmes souvenirs qu'eux. Et comme je suis de la dernière génération qui a vécu la Shoah, après moi, il n'y aura plus personne qui l'a vécu dans sa chair. Et c'est bien pour cette raison que je suis aujourd'hui là, que je vous ai raconté mon histoire, en espérant que j'ai pu vous raconter une histoire qui est impossible à raconter. Et je remercie Francine Méran de m'avoir donné cette occasion. Et pour terminer, je veux souligner que pour moi, la Shoah est unique. Il n'y a aucune comparaison possible entre toutes les horreurs, et il y en a, tous les génocides, toutes les tueries qui ont eu lieu et qui ont encore lieu. La Shoah est unique parce que le seul but était de tuer tous les Juifs, tous, les enfants, les hommes, les femmes, les vieillards, les jeunes. Le but unique était de rendre la terre Judenrein, nettoyer les Juifs, par la solution finale à la question juive décidée à Wannsee dans une conférence le 20 janvier 1942, conférence qui a duré 1 heure et où on a décidé comment obtenir ce nettoyage par le gaz, puis l'incinération pour qu'il n'en reste rien. Merci de m'avoir écouté.